Comprendre l'angoisse et la tension intérieure sans se confondre avec ce que l'on ressent. Quand une tension apparaît. Il arrive qu'une tension apparaisse, parfois discrète, parfois envahissante. Elle ne prévient pas, elle est là. Parfois, rien de particulier ne semble se passer. La vie continue, les gestes sont les mêmes, les paroles aussi. Et pourtant, quelque chose se resserre à l'intérieur. La question ne se formule pas toujours clairement, mais elle est là, en arrière-plan. Pourquoi maintenant? Quand la perception change. Une tension apparaît, pas parce qu'un être humain est fragile. Elle n'apparaît pas parce qu'il est défaillant. Elle n'apparaît pas parce qu'il se trompe. Elle apparaît parce qu'il perçoit. Tout être humain qui perçoit, anticipe, ressent, s'ajuste, peut vivre une tension. Ce n'est pas un défaut, c'est une capacité humaine. Ce qui se manifeste avant toute pensée. Une tension n'est pas une idée. Ce n'est pas un raisonnement. Ce n'est pas encore une peur formulée. C'est une réaction globale. Quelque chose se contracte. Quelque chose se mobilise. Quelque chose se met en alerte. Avant toute pensée, avant toute interprétation, il y a une sensation vécue. Pression, serrage, agitation diffuse, blocage, accélération intérieure. La tension n'est pas un concept, c'est un fait. Le corps comme premier lieu d'expression. La tension se manifeste le plus souvent dans le corps. Poitrine, ventre, gorge, nuque, tête. Le corps est le premier lieu où ce qui vit, se vit intérieurement, devient perceptible. Non parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est direct. Il ne raisonne pas, il traduit. Quand la tension apparaît. La tension apparaît rarement au hasard. Elle se manifeste souvent quand quelque chose est perçu comme incertain, quand une situation dépasse les repères habituels, quand un ajustement se prépare, quand le passé et le futur se rencontrent dans le présent. Parfois, elle apparaît même quand tout semble aller bien extérieurement, parce que l'ajustement ne se joue pas toujours là où l'on regarde. Ce qui se joue en profondeur. Il n'existe pas une seule origine à la tension, à l'inquiétude ou à l'angoisse. Elle peut être liée à une mémoire, à une anticipation, à une situation actuelle, à une fatigue accumulée, à une surcharge, à quelque chose qui cherche à se dire sans encore trouver de mots. Parfois l'origine est claire, parfois elle ne l'est pas. Mais dans tous les cas, la tension a un sens, même quand elle n'a pas de cause identifiable. Quand la tension ou la sensation devient difficile à vivre. La tension devient pénible, non pas par sa présence, mais par ce que l'on en conclut. Très vite, un récit se met en place. Il y a un problème,
Je ne devrais pas ressentir ça. Quelque chose ne va pas. Ça va empirer. À cet endroit précis, la tension change de nature. Elle devient angoisse. La sensation se double d'une interprétation. Écouter sans se piéger dans l'interprétation. Interpréter ce que l'on ressent est naturel, c'est même nécessaire. Sans interprétation, le message du corps reste muet. Il n'est pas entendu. Mais le problème ne commence pas avec l'interprétation. Il commence quand celle-ci se fige, quand une hypothèse devient une certitude, quand une lecture devient une vérité, quand une sensation devient une définition de soi. La tension est réelle, l'information est réelle, mais la conclusion que l'on en tire est souvent partielle, souvent exagérée, parfois fausse. C'est là que la difficulté s'installe, non pas dans ce qui est ressenti, mais dans ce que l'on croit que cela signifie. Une information, pas une identité. Une tension n'est pas une erreur du système humain. Elle n'est pas un dysfonctionnement. Elle est l'un des modes par lequel un être vivant perçoit qu'un ajustement est nécessaire. Ce mécanisme existe bien avant toute pensée consciente. Il appartient à la vie elle-même. Mais une distinction est essentielle. Toute tension contient une information, mais aucune information n'a besoin de devenir une identité. La tension dit quelque chose. Elle ne dit pas qui nous sommes. Le réflexe de vouloir que ça cesse. Face à une tension, le réflexe est presque toujours le même. Calmer, éviter, contrôler, faire disparaître. Ce réflexe est compréhensible, mais il est souvent prématuré. En cherchant à supprimer trop vite la sensation, on la place au centre. Elle devient un problème à résoudre. Elle occupe tout l'espace intérieur. L'attention n'est pas entendue, elle est contenue. Un déplacement possible. Avant de chercher à faire partir une tension, une autre question peut être posée. Depuis quel endroit est-ce que je la regarde? Pas pour analyser, pas pour corriger, pas pour résoudre, mais juste pour connaître la position intérieure. Souvent, ce simple déplacement suffit déjà à transformer la relation à ce qui est vécu. Prendre un instant pour écrire ou dessiner. Parfois, écrire quelques mots dans un carnet peut aider. Noter ce qui est ressenti, une question, une sensation. Non pour figer l'expérience, mais pour accompagner l'observation. L'écriture permet parfois de voir le changement. Ce qui apparaissait confus devient clair. Ce qui semblait fixe se transforme. Relire plus tard peut révéler un mouvement qui n'était pas visible au moment où la tension était présente. Partie numéro 2. Tension, angoisse et pratique de l'éclat initial. Changer la relation à ce qui est vécu.
quand la question devient « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Quand une tension ou une angoisse est là, la question n'est pas seulement « Qu'est-ce que c'est ?» Elle devient très vite « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que quand c'est présent, on ne cherche pas une théorie. On cherche à ne pas être submergé, à continuer à vivre, à ne pas se perdre dans ce que l'on ressent. Pourquoi certaines tensions reviennent-elles toujours? Beaucoup de gens font la même expérience. L'angoisse change de forme, de contexte, de visage. Mais le fond semble identique. On a l'impression que c'est toujours la même chose qui revient, comme si quelque chose tournait en boucle. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas compris, ou parce que l'on a raté une étape. C'est souvent parce que ce qui revient n'a pas encore été rencontré depuis un point suffisamment stable. La répétition n'est pas un échec, c'est un appel à être regardé autrement. Quand le mental cherche des solutions et s'épuise. Face à la tension, le mental se met naturellement en mouvement. Il cherche, analyse, il compare, il anticipe. Il veut comprendre, résoudre, mais il veut que ça cesse. Parfois, il trouve des explications. Parfois, il n'en trouve aucune. Parfois, il imagine le pire. Ce n'est pas parce qu'il fonctionne mal, c'est parce qu'il essaie d'agir sur quelque chose qui ne se situe pas uniquement à son niveau. La tension n'est pas un problème logique, ce n'est pas une équation à résoudre. C'est une expérience à traverser sans s'y confondre. Pourquoi ressentir peut-il nous faire nous confondre avec l'angoisse? Lorsqu'une angoisse est vécue, elle est déjà reconnue intérieurement. Elle est déjà validée comme expérience. On ne choisit pas de la ressentir. Elle est là. Et sans s'en rendre compte, une confusion peut s'installer. La sensation devient une preuve. Preuve qu'il y a un problème. Preuve qu'il y a un danger. La preuve que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas la tension qui enferme, c'est la confusion entre ce qui est vécu et ce que l'on est. La sensation est réelle, mais elle ne dit pas toute l'histoire. Ressentir sans être réduit à ce qui est ressenti. Le besoin profond n'est pas de nier l'angoisse, ni de la refuser. Elle est déjà là. Elle est déjà vécue. Le besoin est de pouvoir la ressentir sans qu'elle prenne toute la place, sans qu'elle décide à notre place, sans qu'elle définisse qui nous sommes. La pratique de l'éclat initial ne cherche pas à supprimer l'émotion. Elle permet de créer un espace où l'émotion peut être ressentie sans devenir centrale. Comment le symbole peut-il devenir un point de repère intérieur? Quand tout est confus à l'intérieur, se recentrer par la pensée est difficile. Penser demande déjà une stabilité qui justement manque. Le symbole propose autre chose.
un point de repère simple, visuel, stable. Il ne demande pas de comprendre. Il ne demande pas de réussir. Il offre un support pour poser l'attention sans effort excessif. Regarder une forme, s'y référer, y revenir. Cela suffit souvent à ne plus être aspiré par le flux des sensations et des pensées. Une expérience méditative simple. Dans cette expérience, il n'y a rien à forcer. L'attention peut être là. L'angoisse aussi. Les pensées peuvent être là. La pratique consiste simplement à rester présent, en s'appuyant sur le symbole, sans se confondre avec ce qui nous traverse. Il ne s'agit pas d'obtenir un état particulier, il s'agit de tenir une position intérieure, une position où l'on ressent, mais où l'on ne se perd pas. Entrer en relation avec une angoisse. Entrer en relation avec une angoisse peut prendre différentes formes. Certaines personnes lui parlent directement, comme à une présence. D'autres posent des questions plus neutres. D'autres encore perçoivent des images, des lieux, des formes. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est la qualité de l'attention. Il peut y avoir un dialogue intérieur, un jeu de questions et de réponses. Les mots servent alors à donner forme et sens à ce qui est perçu. La question n'est pas posée pour obtenir une réponse mentale immédiate, mais pour ouvrir un espace de perception. Ce qui répond ne le fait pas toujours par des phrases, mais par une sensation, une impression globale, une cohérence ressentie. L'imaginaire peut servir de porte d'entrée. Il facilite la mise en relation. Mais la pratique demande de ne pas conclure trop vite. Voir une forme ne signifie pas encore savoir ce qu'elle est. Ce n'est pas parce qu'une image ressemble à quelque chose de connu qu'elle emporte le sens. La pratique consiste à rester avec ce qui se montre, sans écrire l'histoire à l'avance. À quel moment pratiquer face à une tension ou une angoisse? Beaucoup attendent que ça aille mieux pour pratiquer. D'autres pensent qu'il faut être très mal. En réalité, le bon moment n'est ni l'un ni l'autre. Le bon moment est celui où il est possible de regarder, même brièvement, sans se perdre complètement. La pratique ne demande pas un état idéal, elle demande seulement une disponibilité minimale à ne pas se confondre. Ce que cette pratique peut réellement transformer. La pratique de l'éclat initial ne promet pas une absence totale de toute émotion. Elle permet quelque chose de plus profond. Avec le temps, certaines tensions cessent réellement de revenir. Certaines angoisses se résolvent, non parce qu'elles ont été combattues, mais parce qu'elles portaient a été reconnue et intégrée. Ce qui autrefois se manifestait comme une angoisse peut alors changer de nature. Ce n'est plus une alerte, ce n'est plus une pression, ce n'est plus une menace intérieure. Le fil demeure, mais il n'y a plus d'inflammation.
comme un courant d'eau qui suit son chemin sans provoquer de débordement. Peu à peu, la personne découvre qu'elle peut ressentir sans être envahie, qu'elle peut percevoir sans être mise en tension. Une stabilité s'installe, pas rigide, pas contrôlée, une stabilité vivante. La liberté ne vient pas de l'absence de toute sensibilité. Elle vient du fait que ce qui circule en soi n'a plus besoin de se transformer en angoisse pour être entendu.